Bonjour, Laurence Ruven. Nous avons été collègues pendant plus de 25 ans dans la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Et aujourd'hui, on se trouve ici pour un entretien où tu vas revenir sur les différentes étapes de ta carrière dans cette université. Dans un premier temps en psychologie et puis par la suite en sciences de l'éducation. Voilà, alors pour commencer, revenons bien en arrière. Tu pourrais peut-être parler de le cheminement de tes études, depuis l'école primaire, le collège, jusqu'à ton inscription en 1959 en psychologie et le choix de cette discipline. Alors dans mes choix, moi je me suis retrouvée à 19 ans et des poussières à avoir passé ma maturité latine. Et là, moi, j'avais l'embarras du choix. Je disais à mes parents, je voudrais avoir plusieurs vies parce que je ne sais pas comment choisir ce que je vais faire. Mais en même temps, j'étais déjà amoureuse avec l'idée de fonder une famille. Donc, j'ai écarté à un moment donné l'idée de faire de la physique, parce que mes profs de l'école secondaire m'avaient incité à faire de la physique. J'ai écarté cette idée parce que je pensais que je ne pourrais pas mener de front des études aussi concentrées, on va dire, en sciences dures, et fonder une famille. Par ailleurs, j'avais une autre vision, c'était celle de partir à Paris et faire du théâtre. Et là aussi, je crois que mes parents n'auraient pas tellement apprécié, mais j'avais trop d'attaches déjà à Genève, je n'ai pas fait ce choix. Et avec une amie du collège, enfin, nous sommes allés nous inscrire dans c'était pas encore la faculté, donc dans l'Institut Jean-Jacques Rousseau, pour faire un diplôme de psychologie. Alors je crois que mon choix était aussi lié au fait que dans ma famille, on valorisait énormément la profession d'enseignant, d'instituteur, comme on disait à l'époque, et que partir en psychologie, c'était un tout petit peu satisfaire les désirs de ma famille, mais quand même faire un peu autre chose. Voilà. Et j'ai jamais regretté ce choix parce que c'est un domaine qui m'a passionné toute ma carrière. Voilà. Et ensuite, une fois entré dans la faculté Ah oui, alors une fois entré, il y avait encore des choix à faire, parce que finalement, cet institut Rousseau, il devenait de plus en plus connu grâce à Piaget, ça c'est sûr. Mais du point de vue des enseignements qui étaient offerts, une part importante concernait plutôt la psychologie appliquée. La psychologie clinique, maintenant, on utiliserait plutôt ce terme. Et là, il y avait un autre professeur, qui était André Ray, qui dirigeait un diplôme de psychologie appliquée aux consultations pour enfants et un autre en orientation professionnelle. Et alors là, de nouveau, je pense que mes choix qui ont été en priorité pour cette orientation était un peu lié à l'idée que je voulais quand même travailler avec des enfants. Je voulais faire en tout cas en arrivant, je voulais faire quelque chose de concret. Je pense que je ne me projetais pas tellement dans la recherche à cette époque-là. Je n'avais pas d'idée qu'une fois je pourrais devenir chercheur. Donc j'ai choisi, enfin j'ai fait tous les diplômes qui existaient à l'époque. Ce n'était pas un enseignement à l'époque très très riche, cet institut Rousseau. Riche, je veux dire, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de professeurs. Donc en tant qu'étudiant, on pouvait piocher des cours ailleurs. C'est comme ça que j'ai suivi le cours de Jeanne Hersch, par exemple, qui à l'époque était un cours important pour l'université. J'ai suivi des cours c'était un peu plus anecdotique, je me souviens, de psychologie religieuse qui était donnée en théologie. Donc on avait cette possibilité de construire un peu sa formation autour des noyaux qui étaient Piaget d'un côté et la psychologie clinique appliquée de l'autre. Voilà. Et puis, le temps passant, donc tu es entré avec cette idée de travailler avec des enfants, quelque chose de concret, de pratique, mais tu allais vers une thèse à un certain moment, donc c'est quand même transité vers le statut de chercheur. Oui, mais là je dois rendre hommage à
quelques personnes qui sont... voilà, enfin, il faut citer un événement qui était un événement tragique, qui a été la mort prématurée d'André Ray. André Ray, il est mort en 1965. Donc, à ce moment-là, est venue une psychologue qui venait de Paris, que Piaget avait nommée pour remplacer André Ray. Mais elle avait une formation clinique. Elle nous a demandé, si vous voulez rester dans mon équipe, il faut chercher un sujet de thèse. Voilà. Et là, manifestement, pour moi, elle est arrivée, je dirais, avec deux pans intellectuels, vraiment sans lien. À ce moment-là, elle était extrêmement passionnée par les travaux de Paul Ricoeur, donc elle amenait de la philosophie dans cette formation clinique, et par ailleurs, elle lisait avec peine elle-même un ouvrage essentiel qui était l'ouvrage de Maurice Reuchlin, qui a été, il est décédé maintenant, mais le père de la psychologie différentielle en France, qui était sur les méthodes quantitatives en psychologie. Donc un ouvrage méthodologique très pointu pour l'époque, en tout cas. Et c'est grâce à cette ouverture vers la psychologie différentielle française que j'ai eu l'idée de préparer une thèse qui portait sur des comparaisons entre la créativité, l'intelligence opératoire et l'intelligence plus classiquement définie par des tests de quotient intellectuel. Et puis, tu as poursuivi, je pense, les découvertes à l'occasion de la thèse, c'est-à-dire psychologie différentielle, à travers plusieurs projets de recherche avec des collègues aussi bien à Genève qu'en France. Donc, il y avait une continuité dans cette lien avec le psychodifférentiel français. Absolument, oui. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à étudier les différences individuelles entre différents domaines, créativité, différents types d'intelligence, j'ai, avec la collaboration, c'était vraiment une équipe, Annick de Ribaud-Pierre et Jacques Lautret, nous avons mené des recherches qui portaient sur les différences individuelles à l'intérieur même de la théorie piagétienne. Parce que la théorie piagétienne, pour faire court, c'est essentiellement une théorie du développement normative. On décrit les étapes auxquelles tous les enfants vont passer. Mais c'est sûr que c'est une sorte de simplification du modèle de développement, parce que maintenant, on le sait bien, tous les enfants, non seulement ne se développent pas au même rythme, ça c'est pas un problème, la théorie piagétienne pouvait tenir compte du rythme, mais se développe de façon non synchrone, suivant qu'on étudie le développement dans l'espace ou le développement logico-mathématique, etc. Avec tout cet intérêt pour la recherche et d'autres activités en sciences de l'éducation, tu as quand même accepté l'invitation de faire partie de l'équipe rectorale à partir de 1995. Je pense comme première femme vice-recteur, donc comme vice-rectrice de notre université. Tu peux nous parler un tout petit peu de comment tu as pris cette décision et aussi peut-être un peu aussi de quels étaient les points forts pour toi de ton activité au sein du rectorat. Il y avait un enjeu parce que je pense que c'était pour la première fois qu'un recteur s'intéressait vraiment à l'enseignement. Et ce n'était pas le hasard. Bernard Fulpius avait mis en place toute une nouvelle formation basée sur la résolution de problèmes en médecine. Donc je crois qu'il savait pourquoi et il voulait essayer d'améliorer la qualité de l'enseignement dans notre université. Et c'était la première fois que quelqu'un de la faculté de psychologie et des sciences d'éducation aurait un poste de vice-recteur. Donc mes collègues ont quand même insisté sur le fait que c'était important qu'on
on joue notre rôle dans l'université à part entière, parce qu'on était quand même, on était la plus jeune faculté encore à cette époque. Voilà. Donc sur ces arguments-là, peut-être plus que sur ceux d'être la première femme, parce que c'est toujours un argument à double tranchant, parce qu'on ne sait pas si le choix est fait parce qu'on veut absolument trouver une femme, mais qu'on s'occupe un peu moins de ses compétences. Donc j'aime pas trop cette idée, mais l'idée de représenter ma faculté et de faire quelque chose pour la qualité de l'enseignement a finalement aussi emporté le morceau. Merci beaucoup, Laurence. Merci Linda de t'être prêtée au jeu.